Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité, d'accord? Avec une invitée qui va arriver dans quelques instants qui s'appelle Corinne. Bonsoir Corinne. Bonsoir Christophe et merci à vous de me recevoir ce soir. Et bonsoir Alors aux Corinne, internautes. bien. Corinne, ce que vous allez faire, vous allez simplement nous dire déjà dans quel département vous êtes. Et puis, je vais vous laisser présenter déjà le dossier pour lequel vous êtes là et dont vous allez parler. Et moi, je vous poserai quelques questions au fur et à mesure que vous allez expliquer la chose. D'accord? On fait comme ça? Bien sûr, je vous en remercie. Allez-y, Corinne. Expliquez-vous, dites-nous dans quelle région vous êtes et puis engagez la conversation sur votre dossier. Alors, actuellement, je me trouve dans le département du Cher. À la base, je suis une Parisienne. Actuellement, je me trouve dans le département du Cher, donc l'arrondissement de Bourges, hein, pour ne pas nommer le tribunal en question. Et ce soir, effectivement, je pense que j'apporte une parole un petit peu différente, puisque bien souvent, les émissions sont axées sur l'ASE, qui est tout aussi important. Et je viens apporter un témoignage pour qu'aujourd'hui, les gens sachent que nous sommes de toutes parts, je dirais, envahis aujourd'hui par une dangerosité, dans le sens où aujourd'hui, nous avons beaucoup de faunés de la protection qui se présentent en tant que tels et qui, en fin de compte, viennent, si je peux m'exprimer ainsi, et je suis quelqu'un de très franc, donc vous spolier quelque part, vous détruire, parce que je ne vois rien de positif là-dedans. Et donc ce soir, je ne viens pas parler, moi, des enfants, je viens parler donc des personnes âgées vulnérables, vulnérables ou pas d'ailleurs, personnes âgées tout court. Et ce témoignage, j'aimerais que les gens prennent conscience que nous sommes tous, je dis bien tous et toutes concernés. Et c'est pour ça que je veux apporter ce témoignage, parce que il faut que les gens comprennent que ça peut arriver à tout moment de manière très vicieuse, insidieuse, et que l'on ne voit pas toujours les choses de face arriver comme celle-ci, et qu'on croit que c'est de la protection à la base, alors qu'en fin de compte, ça ne l'est pas. Donc, il faut savoir que les personnes âgées aujourd'hui sont malheureusement à la merci. Et quand je dis personnes âgées aujourd'hui, le senior commence très tôt, il faut le savoir. Je vais vous prendre l'exemple d'une personne, par exemple, de 40 ans qui pourrait faire des AVC. Si elle a le malheur d'être déclarée cliniquement diminuée mentalement, vous pouvez rentrer dans ce type de mesure qui vient très vite vous priver de vos droits. Puisque l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui pense à votre place, c'est mieux que vous à votre place, même s'il ne vous connaît pas. Il y a des mesures quand même qui deviennent très graves aujourd'hui en France, et je dis bien en France parce que dans d'autres cultures, ça ne se passe pas comme ça, donc on a quand même un gros problème en France. Et avant de vous raconter mon histoire, ce que j'aimerais surtout dire aux internautes qui nous écoutent, c'est que le but, il ne faut pas se sentir isolé, chacun dans son coin, et que le but pour moi, c'est de fédérer. C'est-à-dire que ce témoignage, c'est pour essayer de fédérer, d'apporter peut-être d'autres témoignages, je l'espère en tout cas, peut-être avoir aussi de l'aide, que ce soit des juristes ou autres qui ont envie de participer, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, je répète, tous concernés, qu'il faut tous se réveiller et qu'il faut tous se soutenir pour essayer de lutter contre ces mauvaises causes et retrouver notre liberté d'expression et de vie à l'heure d'aujourd'hui, qui n'est absolument plus respectée dans aucun domaine. D'accord. Bon, alors, Corinne, moi, je vais faire une petite synthèse pour que les gens comprennent bien et que vous allez comprendre. Sur cette chaîne, qui est ma chaîne associative, d'accord, il y a 3 grands thèmes de dysfonctionnement de la justice en France. Et alors, c'est très explicite parce que le mensonge, il est dans les trois systèmes que j'expose. Le premier système, c'est ce qu'on appelle la série playlist qui s'appelle la mafia des tribunaux de commerce. D'accord? Où là, on est dans ce qu'on appelle le vol des entrepreneurs et de leur patrimoine. Ça, c'est la première série. La série dans laquelle vous êtes, ça s'appelle le puzzle de la vérité. Pourquoi? Parce que là, c'est tous les autres types de dysfonctionnement de la justice, d'accord? Dans tous les autres tribunaux, avec les notaires, avec les tutelles, avec les héritages et ainsi de suite, d'accord? Donc là, il y a plein de témoignages. Et vous, votre témoignage d'aujourd'hui rentre dans cette catégorie-là. Et j'ai une troisième catégorie dont vous avez abordé le sujet tout à l'heure, c'est le monde de l'enfant, c'est la série qui s'appelle L'enfant, un business pas comme les autres.
Et le point commun entre toutes ces séries d'émissions, c'est la perversité du mensonge qui s'applique dans tous les domaines. D'accord? Tout Alors, à fait, oui. Corinne, vous êtes, vous, dans la série Le puzzle de la vérité, et vous allez continuer d'exposer, eh ben, par exemple, le type de mensonge qui entoure votre propre affaire. Hein, on est attaché à un mécanisme de ce qu'on appelle les tutelles. D'accord? Ok? Tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Corinne. Corinne, bien sûr. Alors, là, donc, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est donc une ordonnance de sauvegarde de justice qui a été prononcée à l'encontre de ma propre mère, qui a 88 ans aujourd'hui, sans que nous en soyons informés, en aucune mesure. En aucune mesure, donc c'est très important. C'est-à-dire que pas une seule fois, donc je m'occupe de ma maman, je vis avec elle et je m'occupe d'elle H24, donc rien ne peut m'échapper. Là, je parle des courriers, je parle des éventuels recommandés ou même lettres simples, puisque je m'occupe d'elle et de ses affaires déjà depuis quelques années. Donc c'est moi qui gère tout, donc je n'ai absolument jamais reçu de courrier au nom de ma mère. Il n'y a aucune convocation. Et dernièrement, nous avons appris, et encore je l'ai appris par inadvertance, parce qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a toujours rien d'officiel, c'est-à-dire par voie d'huissier recommandé ou autre. Je viens d'apprendre, donc au mois de novembre, un juge des tutelles a émis une sauvegarde de justice en mandatant un mandataire de l'UDAF, pour ne pas les nommer, du Cher, oui, bien sûr, en toute impunité, sans nous prévenir. Et alors, ce qui est formidable dans alors je ne vais pas appeler ça un jugement, mais dans cette ordonnance de sauvegarde, c'est qu'ils se sont permis de dire que ma mère n'était pas auditionnable. Donc, ils parlent d'une incurie, en la concernant. Alors, Corinne, là, vous êtes en train d'exposer ce que je dévoile et ce que je dis tout le temps. Ça se construit sur du mensonge, avec en plus une particularité, c'est comme vous n'avez pas été invité à discuter, il y a donc une violation du contradictoire. Complètement. Ben, il n'y en a même pas, puisque ni moi ni ma mère ne sommes considérés en fait comme citoyens ou comme êtres humains, hein. Allons jusque-là, puisque nous sommes complètement inexistants. Ils n'ont consulté personne, hormis la mafia qui est derrière, qui marche entre eux, sous des allégations mensongères, sans preuve tangible. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que j'ai appelé ce juge des tutelles, je vous expliquerai ça après, et que j'ai réussi à avoir aujourd'hui, enfin très brièvement, parce qu'à la base c'est la greffière que j'ai eue, je vous expliquerai après comment ça s'est très mal passé. Donc si vous voulez, le ciel m'est tombé un petit peu sur la tête lorsque j'ai reçu par inadvertance en lettres vertes un courrier de l'UDAF qui précisait que dedans il y avait eu un jugement au mois de novembre, que ce mandataire avait reçu les papiers le 14 décembre 2023. Moi, elle m'a déposé ça début janvier 2024 pour on va dire, une inquiétude de novembre 2022, soi-disant sur ma mère. Donc, vous voyez un petit peu l'urgence de la mise sous sauvegarde, hein, parce que l'histoire a commencé, le départ de l'inquiétude serait parti de novembre 2022. Hein, nous sommes en février 2024. Donc, tout ça, je le reçois en lettres simples, en lettres vertes de l'UDAF, qui m'apprend qu'il y a une sauvegarde de justice et que le mandataire en question est l'UDAF, que ce mandataire veut rencontrer ma maman et pour lui expliquer son rôle. Voyez-vous. Donc, toujours. Alors, tout ça, c'est sans présentiel. Hein. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai rencontré personne de l'UDAF. Nous n'avons jamais été convoqués par un tribunal. C'est-à-dire, il n'y a personne derrière. C'est complètement hallucinant. C'est-à-dire que là, nous sommes que par des courriers interposés que je ne suis même pas censé avoir, puisque c'est l'UDAF qui l'a déposé en lettres vertes, entendez bien. Là où on se demande d'ailleurs où court le délai d'appel, puisque du coup. Mais alors, on va être très clair, Corinne. À partir du moment où le jugement ne vous a pas été signifié, d'accord, la date pour faire appel court à partir du moment où on vous a signifié le jugement. Alors, c'est ce qu'on pense, effectivement, mais dans les documents qu'a remis ce tribunal, ils ont donné autorité ou pouvoir, appelons ça comme ça, au médiateur de le faire. Donc, en fait, il y a un document qui devait être remis à maman en présence de ce médiateur si
elle l'avait rencontré, qu'elle aurait dû signer. Or, à l'heure d'aujourd'hui, comme personne n'a rencontré personne, rien n'est signé. Mais le juge disait qu'elle donnait pouvoir au mandataire de nous transmettre ces documents, donc quand je dis nous, évidemment à ma mère, de transmettre ces documents, et que, en clair, le jour de la présence de l'UDAF en présence de ma mère serait le départ de la remise des documents et de la prise de connaissance. Sauf que, je le répète, au jour d'aujourd'hui, l'UDAF n'a jamais rencontré ma mère. D'accord. Alors, comment vous avez reçu le document? Comment vous l'avez reçu? Alors, le document, je l'ai trouvé en lettre verte de la part de l'UDAF. Alors, lettre verte, hein, tariflant. Donc dans la boîte aux lettres. Voilà, j'ai eu une lettre de l'UDAF. Moi, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était l'UDAF. Et donc, j'ai découvert ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que début janvier, j'ai reçu un coup de fil, on était le 2 janvier, j'ai reçu un coup de fil sur mon portable personnel, donc toujours pas à ma mère. Hein. Il faut savoir quand même, je suis très choquée parce que ma mère, même si elle est vieillissante et que comme toute personne âgée peut avoir des troubles cognitifs liés à l'âge, n'est absolument pas considérée. Et là, j'en viens à la personne humaine, à l'intégrité de la personne humaine, puisque aucunement, même elle a un numéro de portable, ils ne l'ont pas, même pas contacté par portable, ils ne lui écrivent pas, ils ne lui parlent pas. Par contre, moi, l'UDAF m'a laissé un message en me disant qu'elle cherchait à joindre Madame Bataille-Lucette, donc formidable, hein, je ne savais même pas où elle était, en me disant qu'il voulait joindre ma mère, et donc que je les recontacte. Mais dans ce message vocal qu'elle m'avait laissé, elle ne me précise pas pourquoi. Elle me dit juste qu'elle s'appelle Nelly Villain, pour ne pas la citer de l'UDAF, et donc voilà, elle cherche à rentrer en contact avec Madame Bataille. Donc j'ai rappelé, je suis tombée moi-même à nouveau sur un répondeur, donc, parce qu'il faut savoir qu'on ne s'était pas parlé jusqu'à ce matin même verbalement, hein, c'était par message interposé, donc je lui ai dit que nous avions quitté le département, que je ne comprenais pas pourquoi elle voulait voir ma mère, que nous n'étions plus sur place, mais qu'elle pouvait me joindre. Donc, c'est passé quelques jours où je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Et puis, par message interposé, elle m'a relaissé un message en me disant que je pouvais la joindre à l'UDAF du Cher en me laissant les coordonnées. Oui. Et en me disant qu'elle se présenterait, qu'elle m'expliquerait son rôle et pourquoi elle était mandatée. Mais au moment précis, 2 janvier, elle ne me dit toujours pas qu'il y a une sauvegarde de justice. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. Je sais juste que l'UDAF veut rentrer en contact. Donc, vous n'avez pas la copie du jugement, en fait? Alors, la copie du jugement a été remise dans, dans cette fameuse lettre verte qui est arrivée, comme par hasard, après cet entretien du 2 janvier sur mon portable. Elle a été déposée dans la boîte aux lettres, voilà, en lettres vertes, et c'est là que je découvre l'horreur de la situation, l'ordonnance de sauvegarde, les papiers comme quoi ce mandataire a tout pouvoir. Alors, quand je dis tout pouvoir, c'est réquisition des comptes, possibilité de faire ce qu'elle veut des biens, s'occuper dans l'intégralité des affaires. Hein, donc là, on parle que du financier. Parce qu'en aucunement, il s'intéresse à la santé de ma mère et de son état. Hein. C'est ça qui est choquant. C'est que tout tourne au niveau de l'argent. Corinne, ce qui est incroyable, c'est que comme vous n'avez pas eu de signification du jugement, il y a une violation des droits. Alors justement, je suis littéralement, comment vous dire, stupéfaite, c'est plus le mot parce que malheureusement, j'ai un petit peu roulé ma bosse et que bon, on n'en est pas au premier coup d'essai de ces gens-là. Mais moi déjà, ce qui me choque, si vous voulez, c'est que quel que soit l'état pathologique d'une personne, je pense que c'est un devoir d'informer le citoyen qui va passer devant un tribunal ou qui a une inquiétude sur cette personne, soit sur son état de santé, soit sur son environnement, et ça n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas qu'il y a une inquiétude, elle ne sait pas qu'il y a une enquête qui est menée, et elle ne sait pas qu'elle va passer au tribunal. Donc commençons par là. Je veux dire, la moindre des choses, c'est de vous informer qu'un juge risque de vous mettre sous sauvegarde de justice et que vous allez passer au tribunal. Il n'y a aucune information. Justement, Corinne, moi j'ai dû vous envoyer par email, donc si je ne me trompe pas, une spécialiste de l'abus des tutelles. Est-ce que vous avez reçu l'email ou pas? Tout à fait, oui, je vous en remercie, je l'ai consulté ce soir. Alors, il faudra bien regarder parce que c'est une avocate, à mon avis, à qui il faudra soumettre votre propre dossier parce qu'elle est spécialisée dans ce genre de domaine. D'accord, hein? Et ils expliquent en plus des procédures, donc vous lirez bien la chose parce que quand vous m'avez expliqué ça, je me suis dit, il faut taper et travailler avec un avocat ou une avocate qui est spécialisée dans ce domaine-là, hein, spécialisée.
d'accord? bien sûr. Mais justement, comme il y a des abus de droit et comme on a violé les droits de votre maman, d'accord, avec un irrespect mais incroyable, hein, ils prennent des décisions, ils signifient pas les jugements et ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est la justice en France actuellement, hein, d'accord, dans plein de domaines. J'étais tellement en colère que quand j'ai appelé la greffière, aujourd'hui même, cet après-midi, quand j'ai appelé la greffière donc de cette juge, je lui ai exprimé, parce que c'est très compliqué de garder son calme, je lui ai expliqué très trivialement que j'étais particulièrement choquée qu'on traite ma mère comme un légume décérébré. Et j'ai employé ces mots, légume décérébré, parce que ils se sont donné dans les documents l'autorisation d'estimer qu'elle n'était pas auditionnable. Ils parlent d'une incurie. Ouais, j'ai lu ça, donc c'est incroyable. Voilà, ils parlent d'une incurie et ils disent qu'elle n'est pas capable de se déplacer et ni de comprendre. C'est pour ça que je parle vulgairement et trivialement de légumes décérébrés, parce qu'au bout d'un moment, il faut appeler un chat, et que j'ai voulu leur exprimer de manière triviale ce qu'ils étaient en train de faire. Je suis tombée sur une greffière très agressive. Et au bout d'un moment, la juge des tutelles a arraché le téléphone. Je ne savais même pas qu'elle nous entendait. Je ne sais même pas si c'est légal parce qu'on m'a pas prévenu qu'elle était dans la pièce ou qu'elle entendait. Et cette femme m'a hurlé dessus en me disant « Je suis la juge des tutelles. Si vous n'êtes pas contente, vous m'écrivez. » Et elle m'a raccroché au nez. Ça s'est terminé comme ça, sur un ton désagréable. Or, je pense que j'ai le droit de m'exprimer. Parce que vous l'avez contrarié dans son pouvoir, en fait. Mais c'est bien. Quand vous les vexez comme ça, c'est qu'ils sont déstabilisés. Ils n'aiment pas quand on les contrarie. D'accord? Donc, ce qu'il faudra faire, c'est déposer plainte contre la juge, en fait. Hein. Mais tout à fait. Et la greffière, parce qu'à un moment, si vous voulez, j'expliquais à la greffière. Alors, je ne sais pas si c'est vrai en termes de droit. Peut-être vous allez pouvoir me renseigner. Moi, j'ai un ami qui m'a dit, normalement, si la juge était en train d'écouter quand tu parlais avec la greffière, ça aurait dû être notifié. À savoir que lorsqu'il y a une personne qui est en audition dans une pièce, bon, il paraît que j'aurais dû être au courant. Là, visiblement, ça devait être le cas puisque cette juge s'est permis d'arracher le téléphone à la dernière minute et m'a raccroché au nez. Donc, ça a été très bref. Elle m'a dit, je suis la juge des tutelles. Corinne, vous l'avez pas enregistré, ça? Ben, malheureusement, non. Je n'ai pas eu cette présence d'esprit et je n'ai pas les outils pour. Non, mais avec le téléphone, ça aurait pu être bien d'enregistrer la conversation, en fait. Mais oui, tout à fait. Vous pouviez pas savoir, en fait. Hein, d'accord. Non, mais après, néanmoins, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous appelez pour une histoire, moi, j'ai été courtoise. Après, bon, comme vous le voyez, je suis assez directe parce que, voilà, j'estime qu'il n'y a pas à y avoir de langue de bois, mais je suis toujours courtoise. Après, quand je dois dire les choses, je les dis de manière polie, comme je dis à tout le monde. Sauf qu'après, je ne vais pas prendre de pincettes parce qu'eux n'en prennent pas avec vous et qu'après, il faut aller au but. Donc, moi, je leur exprimais que là, à l'heure d'aujourd'hui, les dégâts collatéraux sont énormes parce qu'ils ont bloqué les comptes de ma mère. Donc là, j'ai une maman de 88 ans qui ne peut plus se nourrir, qui ne peut plus se soigner, qui ne peut plus rien faire. D'accord? Depuis le 13 février. J'ai appris ça en allant à la banque postale puisque j'ai des procurations. Je voulais aller acheter voilà, des soins pour ma mère. J'apprends que les comptes sont bloqués et qu'on m'a retiré toutes mes procurations à moi. À moi, on m'a retiré toutes mes procurations. Alors là, j'en viens aussi à l'état. Comment ils ont fait pour retirer les procurations, en fait? Alors en fait, cette même juge, cette chère même juge, s'est permis dedans, elle met que toute procuration existante est inhibée. Voilà. D'accord. Et comment elle s'appelle cette juge-là? Vous avez le droit de donner le nom de la juge, en fait. Alors écoutez, de toute façon, le droit, à partir du moment où elle l'a écrit… Si vous ne le donnez pas, est-ce que vous m'autorisez à communiquer le jugement derrière votre témoignage d'aujourd'hui? Alors, ils appellent pas ça un jugement parce qu'ils m'ont repris quand j'ai parlé de jugement. Elle m'a dit c'est pas un jugement, c'est une ordonnance de sauvegarde de justice avec une désignation d'un mandataire. Une ordonnance, ça reste quand même une catégorie de jugement, d'accord, hein? Donc, voilà, mais elle m'a repris. Donc le juge s'appelle Anne-France Lusso-Perinetti et la greffière qui a assisté donc dans cette affaire. Donc, alors cette personne, Anne-France Lusso-Perinetti, elle est juge des contentieux de la protection et elle statue en qualité de juge des tutelles. Donc, il faut savoir qu'un juge des tutelles a beaucoup de pouvoir. Hein. Donc, qui a été assisté de Laurence Vandenheide, donc qui était la greffière, et c'est cette personne visiblement que j'ai eue au téléphone. D'accord. Mais si vous m'autorisez, je mettrai le jugement au bout de votre témoignage d'aujourd'hui.
si vous êtes d'accord. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. De toute façon, moi, je suis en transparence totale. À partir du moment, eux font les choses cachées, moi, je vais les faire de manière, parce qu'il faut que les gens Justement, donc, comprennent. comme ils font des choses cachées, on publiera ce qu'ils ont écrit, comme ça va corroborer avec ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. D'accord? Ok? Tout à fait, tout à fait. Donc, la seule chose que je voulais savoir, parce que bon, j'ai eu l'UDAF ce matin, et je crois qu'il y a un dysfonctionnement parce que moi, hier soir, je leur avais laissé un message en disant que je n'en resterais pas là, que ce qui se passait, c'était absolument scandaleux, que là, aujourd'hui, ils étaient en train de faire de la malveillance sur personnes âgées et de la maltraitance, puisque là, tous les comptes sont bloqués, toujours sans avoir vu maman, et sans qu'elle ait eu une quelque ordonnance entre les mains de manière officielle. Donc, ça veut dire que là, ils lui ont coupé les vifs. Donc, pour de la protection, de la sauvegarde, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais c'est quand même formidable parce que un tribunal qui fait une sauvegarde de justice sur une personne pour la protéger et qui, là, vient de la mettre en danger depuis le 13 février puisqu'elle ne peut plus ni se nourrir ni rien faire puisqu'ils lui ont coupé les vivres, hein, d'accord? Donc, plus un centime. De quel droit? Donc, ma mère, elle vit comment? Justement, donc ça, c'est pour ça qu'il faut le dénoncer, d'accord? Parce qu'il y a peut-être des avocats qui vont entendre ça, et à mon avis, ça va se retourner contre le juge, ça va se retourner contre les services qui font ça, avec un abus de droit dans le blocage des comptes. Ok? Hein? Tout à fait, tout à fait. Et quand j'ai voulu l'exprimer à la greffière, elle m'a textuellement dit, il faut quand même, parce que c'était vraiment violent, la greffière, quand je lui ai exprimé en lui disant, madame, je me permets de vous appeler aujourd'hui parce que là, il y a une réelle urgence, et là, l'urgence, j'étais en train de lui déclamer qu'il y avait eu un blocage des comptes. Elle m'a dit qu'elle s'en foutait de ce que j'étais en train de lui raconter, que c'était pas son problème et qu'il fallait que je voie avec l'UDAF. Je lui dis, madame, l'UDAF, pour moi, elle est inexistante. Ces gens-là ne m'ont jamais rencontré. Donc, quand je lui ai dit, alors comme j'avais eu l'UDAF le matin, il m'avait dit de demander si le certificat circonstancié sur lequel un juge est censé s'appuyer pour pouvoir se permettre une sauvegarde, provisoire ou non, dans le but d'aller vers une tutelle ou une curatelle, il faut un certificat circonstancié. Ça, c'est obligatoire. Le responsable de l'UDAF, il dit, madame, vérifiez quand même, donc lui-même n'a pas le dossier, je ne sais pas si vous voyez, le mandataire lui-même n'est pas au courant du dossier, mais il est mandataire, bref, passons, me dit, demandez si éventuellement ce n'est pas un certificat de carence. Donc en fait, quand j'ai appelé le tribunal, c'était à la base pour demander ça et parler de l'urgence de la situation financière qui concerne maman. Et quand elle m'a confirmé que ce n'était pas un certificat de carence, elle m'a bien dit que c'était un certificat circonstancié. Or, le fameux médecin, alors celle-ci, il faut la nommer parce que elle, de toute façon, j'irai au bout, elle s'appelle docteur Françoise Séverin. C'est une personne qui s'est présentée à notre domicile donc au mois de septembre dernier, à qui j'ai opposé le non parce qu'elle venait pour faire un certificat circonstancié. Et vu ce qui se passait, je sentais, si vous voulez, qu'il y avait quelque chose absolument pas de normal. Quand elle m'a dit « je suis envoyée par le tribunal, je viens pour voir votre mère », je lui ai dit « écoutez madame, je ne sais pas ce qui se passe, mais visiblement il y a une enquête à charge. Nous n'avons pas été informés. Il est hors de question que ma mère soit vue parce que je sais très bien pourquoi vous venez, parce que il faut savoir qu'un médecin envoyé par le tribunal, c'est pour faire des certificats circonstanciés, pour permettre au juge de pouvoir lui donner la possibilité de vous mettre, de faire ce jugement. Il faut savoir que sans certificat circonstancié, ce n'est pas possible. Et ça, je le dis à tous les internautes, quels qu'ils soient, faites très attention à ça. Vous êtes en droit de refuser, à partir du moment où, évidemment, on est dans la légalité et la légitimité, ce qui était le cas là. Vous pouvez opposer un non. Et cette personne, en fait, avait un comportement très hystérique. Je l'ai signalé d'ailleurs à la gendarmerie. Pour un médecin psychiatrique, c'était quand même assez hallucinant. Et donc, cette personne... Corinne, est-ce qu'on peut considérer que la médecin, elle a fait un faux en écriture? Pour moi, je le qualifie comme ça parce que, étant donné qu'elle n'a pas interrogé ma mère, alors elle l'a aperçu. Donc, je vous avais parlé de ce fameux livre sur la mafia des tutelles de Valérie Labrousse. Dedans, dans ce livre, elle parle de nombreux témoignages, puisque c'est 10 ans d'enquête. Elle parle que c'est commun. C'est-à-dire que beaucoup de médecins, il suffit que vous entrebâilliez la porte, qu'ils voient la personne, ils s'estiment en droit de pouvoir faire un certificat circonstancié. C'est catastrophique.
Mais c'est des voyous, c'est des escrocs professionnels en fait pour moi. D'accord, hein? C'est même des assassins dans le sens, et je pèse mes mots, quoi qu'il en coûte, comme dirait notre cher président, quoi qu'il en coûte, parce que aujourd'hui, ils se permettent tout au nom de la justice. Et que cette justice, alors évidemment, on ne peut pas condamner tout le monde, j'ose espérer que dans le lot, et je sais qu'il y en a quelques-uns qui luttent fortement, mais ils ne sont pas en Oui, nombre. Et aujourd'hui, cette justice corrompue à donner des pouvoirs à des gens mandatés, quels qu'ils soient, dans ce circuit, qui, sous prétexte qu'ils sont assermentés à un service, quel qu'il soit, se croient tout permis. Et ça, c'est absolument scandaleux. Ouais. Mais ça ne les empêche pas de faire des faux en écriture. Ben, la preuve. Comment voulez-vous vous rendez compte d'une personne âgée en plus? Je veux dire, la vulnérabilité sur une personne qui est malade en plus. Hein, voilà, on parle d'une personne vraiment qui est diminuée aujourd'hui. Et c'est bien pour ça qu'elle m'avait fait une procuration générale. Alors, je fais un petit clin d'œil à ça. Alors, vous savez, quand vous allez faire une procuration notariale, moi, elle a été faite en mars 2023. Donc, vous voyez, c'est pas si vieux. Et le notaire, au départ, n'avait presque pas exigé la présence de ma mère. Mais comme je me méfie aujourd'hui de ce bas monde dans lequel nous sommes, j'ai demandé que ma mère soit présente. J'ai dit non, non, je vous l'amènerai, elle sera en présentiel, je veux que vous l'interrogiez, parce que je ne voulais pas éventuellement être accusée dans le temps, parce qu'aujourd'hui, d'accord. Non, non, mais c'est très, très bien, c'est très, très bien. Tout à fait. Donc, je voulais que le notaire puisse parler à ma mère, lui poser des questions, malgré son état pathologique et son âge avancé, et qu'elle puisse comprendre. Donc, je voulais qu'il s'en assure, parce qu'un notaire, c'est quand même un notaire, et vous savez qu'on paye des droits à l'État pour faire valider une procuration. Donc là, je me dis, mais où se moque-t-on de nous? Parce que une procuration notariale, vous payez l'État pour qu'elle soit validée. On est d'accord? Vous payez l'État. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez officiel. Donc, quelque part, on vous prend de l'argent pour valider, le notaire fait son travail, vous avez une procuration, et un juge qui ne vous a jamais vu, qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas votre mère, pulvérise ça en 2 secondes en disant « moi j'ai tout pouvoir », et quel que soit ce qui s'est passé avant, sans aucune raison, je boycotte et j'enlève toutes les procurations antérieures. Ouais, mais ça s'appelle une violation du droit, et ce qu'il faudra, c'est proposer de mettre au bout de votre témoignage la procuration du notaire. Vous avez un acte notarié? Bien sûr. Eh ben, il faut le mettre au bout du jugement qui a été rendu pour les emmerder. J'avais une procuration générale, donc qui me permet de porter la parole de maman en tout, de m'occuper de ses affaires, de m'occuper des biens. En plus, ce qui est formidable, c'est que moi, il faut savoir que je suis fille unique. Hein. On n'est pas dans le cas de Monsieur Delon où les enfants se battent aujourd'hui, malheureusement. Moi, je suis fille unique, donc je veux dire vis-à-vis d'un tribunal, on peut pas dire à partir du moment où ma mère n'est pas dans une situation, vous voyez, d'un enfant qui serait en train de la spolier, il n'y a pas de plainte de ma mère, il n'y a rien, vous voyez, il y a absolument rien. Alors, en plus, ce que je tiens à vous dire, c'est que là où au civil, donc avec ce juge de tutelle, ils se sont permis de dire que suite à l'incurie de ma mère, de ce médecin qui ne l'a pas vue, et du fait qu'elle ne pouvait pas se déplacer, alors que ma mère s'est déplacée quand même jusqu'à la porte. Hein, et la propriété, par rapport à la porte, il y a bien 100 mètres, hein, pour vous expliquer. Elle est au milieu d'un parc. Maman a fait plus de 100 mètres toute seule, parce que moi, ça faisait déjà au moins un bon quart d'heure que j'essayais de m'expliquer avec ce médecin, en essayant de la ramener à ma cause et de lui faire comprendre pourquoi je lui opposais un non, en toute légitimité et cordialité. Hein. Je n'ai pas été agressive. Elle était agressive. Très agressive. Parce qu'apparemment, elle avait fait des kilomètres loin, elle tapait des pieds. Je vous ai dit, c'était la 5e dimension pour moi. Et quand elle est partie, elle m'a dit que j'allais lui payer cher. Sauf qu'entre deux, ma pauvre maman s'était déplacée, parce que je lui avais dit pourquoi je sortais à la porte extérieure. Et quand elle est sortie, évidemment, maman était très remuée émotionnellement, ce qui peut se comprendre à son âge, et elle s'est dirigée vers ce médecin en lui disant « Mais madame, pourquoi on ne nous laisse pas tranquille ? Je ne comprends pas, je suis une femme honnête. » Bon, voilà, ma maman était dans l'humilité totale. Et cette femme s'est permis de lui crier dessus. C'est parce que je tiens à le dire, elle a haussé le ton, parce que bon, elle devait être agacée depuis le quart d'heure qu'elle discutait avec moi, où elle a vu que je poserais le nom, et elle s'est permis d'hausser le ton à ma mère. Et ma mère a commencé à pleurer en disant « Madame, vous permettez, est-ce que je peux vous parler ?» Et textuellement, je pèse mes mots parce que ça a été mis en gendarmerie, elle a dit « C'est trop tard, je ne veux plus vous parler, de toute façon, vous êtes sous l'influence de votre fille. » Je vous dis, c'était sidérant. C'est incroyable, mais c'est de la manipulation, ces médecins-là, en fait.
Ils ont des objectifs, ils sont nommés par les juges, par les tribunaux, donc leur objectif, c'est de répondre à l'attente des juges et des tribunaux, en fait. Tout à fait. Et alors, pour la petite histoire comique, parce qu'on a quand même affaire à des gens où on se demande quand même quels sont leurs diplômes et surtout quelles sont leur cohésion mentale. À la greffière tout à l'heure, quand je lui dis, mais madame, le jugement a été fait sur un faux certificat circonstancié parce que ce médecin n'a pas vu ma mère. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, alors elle fouillait dans ses papiers, énervée, très énervée, de toute façon, elle était très agressive, et elle m'a dit, oui, ce médecin, alors elle lisait les papiers, puis elle me dit, oui, après 30 minutes de discussion, bon, donc en parlant avec moi, j'ai aperçu donc Madame Bataille, en parlant de ma mère, elle était habillée. Excusez-moi, j'en ris encore. Elle était habillée, point. Voilà ce que la greffière m'a dit. Je lui ai dit oui, et je n'ai pas eu de réponse à ma phrase. Et quand je lui ai dit, madame, et quand j'ai dit à la greffière, madame, il n'y a pas eu de certificat circonstancié et il n'y a pas eu de papier de l'UDAF parce qu'elle me renvoyait vers l'UDAF en disant, écoutez, madame, moi, je ne veux pas vous parler, vous n'êtes pas contente, vous faites appel à la décision. Mais je dis, la décision de quoi, madame, basée sur un faux certificat circonstancié? Vous venez de me dire que ce n'était pas un certificat de carence. Donc, j'ai dit, moi, je vous dis que non. Et j'ai dit, je ne peux pas voir avec l'UDAF parce qu'à ce jour, l'UDAF, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, j'ai dit, moi, je vous parle d'un problème ponctuel. Les comptes de maman sont bloqués. J'ai une mère que je ne peux plus nourrir, qui ne peut plus rien faire. On fait comment? Elle m'a littéralement envoyé balader en me disant que c'était pas son problème. Est-ce que vous vous rendez compte comment il vous parle? Alors qu'on parle d'une personne âgée vulnérable. Je parlais quand même de choses graves. Il n'y a aucune empathie, aucune humanité, aucun respect. Au pire, je leur demande au moins ça. Elle était littéralement irrespectueuse parce que quand j'explique que cette femme qui est ma mère, là, n'a plus accès à ses comptes et qu'elle n'a toujours pas eu de jugement, que l'UDAF, elle l'a jamais vu, vous voulez qu'on ait recours à quoi? À qui? À des fantômes? Je lui dis, mais c'est absolument hallucinant, pardonnez-moi madame. Et comme j'étais insistante, elle s'est moquée de moi. Donc là, pour moi, c'est impardonnable parce qu'après, on peut s'opposer dans tout discours. Mais j'estime que quelles que soient les choses qui nous opposent, on doit rester dans le respect. Là, elle l'a pas été parce que d'un ton narquois, elle m'a dit, oh, bah, comme par hasard, vous n'avez pas vu le médecin circonstancié, vous n'avez pas vu l'IDAF, comme par hasard, mais sur un ton très moqueur. Donc là, j'ai bien vu qu'elle ne me prenait pas au sérieux. Donc, de quel droit, déjà, cette personne me parle sur ce ton? De quel droit elle remet en cause mes propos? Et là, tout de suite, vous voyez à qui vous avez affaire. C'est-à-dire que quoi que vous dites, quoi vous puissiez dire, pardon, c'est de toute façon, votre parole n'est pas crédible. Et tout d'un coup, j'ai entendu qu'on arrachait le téléphone, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et là, j'ai eu « Bonjour, je suis la juge de tutelle. Si vous n'êtes pas contente, vous m'écrivez. » Et elle m'a raccroché au nez. En criant, en criant. J'aurais aimé, bonjour madame, excusez-moi, je viens d'entendre votre problème, si vous voulez on en parle ultérieurement, ou opposez-moi, vous voyez, quelque chose de correct. Quand on voit l'agressivité de ces gens… Ils croient qu'ils ont tous les pouvoirs, en fait. C'est ça, il n'y a aucun respect. Non, mais je sais, je connais ça, en fait. Mais ils ont tous les pouvoirs, quelque part, c'est ça qu'il faut comprendre, ils ont tous les pouvoirs. Jusqu'au jour où ça va leur revenir dans la gueule. Croyez-moi. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut apporter beaucoup de témoignages, c'est pour ça qu'il faut s'unir. Si je peux donner un petit conseil aux gens, c'est de ne pas rester seul, de ne pas croire que parce que nous sommes inférieurs, nous sommes automatiquement écrasés. Je pense qu'il faut fédérer au jour d'aujourd'hui, il faut se fédérer, il faut se réunir, il faut. Moi, j'ai toujours dit, c'est l'union qui fait la force. Il faut vraiment aujourd'hui se mobiliser parce que si on ne le fait pas, demain, c'est vous, c'est moi, c'est d'autres personnes. Je suis entièrement d'accord. Et il faut se battre pour ça. Je sais qu'il y a quelques avocats, bon, je ne sais pas si on peut citer les noms, je voudrais aussi dire à tous ces gens, tous ces internautes, les avocats, ils ont besoin aussi de nous, les rares qui peuvent lutter contre ce système. Il faut savoir que c'est très compliqué parce qu'il y a une oppression totale et il faut soutenir. Bah bien sûr, mais il y a des avocats… Il faut fédérer et… Vous savez, Corinne, il y a des avocats qui, quand ils se battent contre des systèmes qui sont pervers, c'est leur carrière qui est en jeu, hein, faut le savoir. Ils sont capables de tuer la carrière d'un avocat. Bien sûr. Des fois, vous avez des avocats qui sont obligés de faire marche arrière, ils ont l'intention de vous défendre et d'un seul coup, ils sont obligés d'arrêter parce que leur carrière, elle est en jeu. C'est ça. Et ça, malheureusement, je l'ai vu plus d'une fois. Et les avocats, c'est ce que je disais, par manque…
c'est un peu la même chose aujourd'hui dans le monde de la santé et malheureusement un peu partout parce que c'est beaucoup dans tous les domaines. Les gens se soumettent par dépit. Donc, il y a ceux, évidemment, qui volontairement n'ont plus le courage de lutter parce que pour une France qui était quand même glorieuse et valeureuse, le français a perdu toutes ses revendications, se sont écrasés aujourd'hui sous l'oppression. Et croit qu'il n'a plus de pouvoir. Mais le pouvoir, c'est nous. Le pouvoir, ce ne sont que des gens mis en place transitoirement, il faut le savoir. Nous existons et nous méritons de respect. Les justices qui sont mises en place, il faut savoir quand même que tout est payé par nos impôts. Donc nous avons le droit de réclamer des vraies justices, ce qui n'est plus le cas dans notre pays. Et aujourd'hui, c'est un petit peu à la tête du client, je dirais, y compris pour les avocats. Moi, j'ai travaillé dans le droit au Palais de justice de Paris il y a quelques années aussi. J'ai vu des choses absolument hallucinantes. Et oui, c'était un petit peu à la tête du client. Et des avocats, malheureusement, ça me fait mal au cœur de parler comme ça, mais il faut dire les choses corrompues, il y en a, parce qu'ils sont achetés par le système et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus... c'est un système où tout le monde va bien, on fait vivre les avocats, ils vivent entre eux, en fait. La justice du justiciable n'existe quasiment plus. C'est très rare. Je suis au courant de ça, en fait. D'accord. Malheureusement. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, la situation étant ce qu'elle est aujourd'hui, c'est dramatique puisque là, j'ai personne devant moi, ma mère non plus. Seulement, ils ont bloqué les comptes. Donc là, comment ma mère vit, tout le monde s'en fiche. Alors, il faut quand même parler que ce juge des tutelles, c'est pour la sauvegarde de la personne âgée. Donc, c'est bien pour la protéger. D'accord? Donc là, ma mère, si je n'étais pas là pour m'occuper d'elle, est-ce que vous imaginez dans l'état, c'est-à-dire si c'était elle le jour où, le 13 février dernier, quand je me suis présentée à la poste pour pouvoir retirer de l'argent pour pouvoir la nourrir et la soigner, si c'était elle qui avait été au guichet, je pense qu'elle aurait pu s'évanouir, mais en plus maman est cardiaque, donc imaginez les conséquences. Là, j'ai une mère qui pleure maintenant depuis très longtemps, donc le respect de la personne âgée, il est nulle part. Et alors, il faut savoir qu'entre deux, bizarrement, j'ai reçu un questionnaire. Il était temps qui s'adresse à moi. Alors, vous allez voir la fourberie de la greffière. La greffière, quand je lui ai dit pourquoi je n'ai pas été mis au courant, elle m'a répondu, l'UDAF m'a dit la même chose ce matin, qu'il n'était pas au courant que j'existais. C'est formidable. Oui, d'accord. Alors que c'est moi qui vis avec ma mère et qui m'en occupe à H24. Donc, il ne savait pas que j'existais. Mais en même temps, on m'envoie un questionnaire à remplir. Bon. Je vous laisse apprécier. Donc, on m'a envoyé un questionnaire à remplir pour savoir si j'étais d'accord pour une sauvegarde, une tutelle, si j'estimais. Sauf que les questions, elles tournent tous autour de l'argent. Quels sont les revenus de votre mère? Est-ce qu'il y a des co-dévis? Est-ce qu'il y a des placements? Est-ce qu'il y a des appartements? Est-ce qu'il y a des revenus? C'est-à-dire que par une fois, dans ce questionnaire... C'est une tentative de captation du patrimoine, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que pas une fois, il y a une question qui s'inquiète sur la santé de ma mère. Est-ce que votre mère a besoin de soins particuliers? Est-ce que votre mère a telle pathologie? Ce qui prouve bien que c'est de la pourriture, en fait. C'est ça, il n'y a pas d'intérêt pour la personne. De toute façon, regardez, aujourd'hui, on ne fait pas une sauvegarde de justice sur une femme de 88 ans, la laissant sans argent et sans jugement, enfin sans ordonnance, elle n'a vu personne. Là, c'est moi qui m'occupe de tout ça. Ma pauvre mère est complètement anéantie, elle est absolument incapable de se défendre. Et justement, c'est bien fait parce que je me demande si c'est pas fait exprès d'avoir fait tomber la procuration générale pour m'ôter ma parole, puisque c'est moi qui la représentais. Donc, en faisant tomber cette procuration, ça ne me donne plus le droit de la représenter, vous comprenez? C'est bien ficelé. Donc, d'un côté... il y a de la violation de droit, quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce que le jugement a été rendu qu'il a respecté les lois. Visiblement, et malheureusement, c'est dans beaucoup de domaines. Oui. Alors, moi, de toute façon, je trouve des avocats, parce que votre vidéo, elle va circuler. Elle va, si vous me permettez, je l'enverrai à certains avocats spécialisés dans ce droit-là, d'accord? Bien sûr. Pour qu'ils vous écoutent. Et comme vous allez m'autoriser à mettre des pièces au bout de votre témoignage, il aura l'occasion, l'avocat ou les avocats auront l'occasion de lire ce qui a été écrit. OK? Tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai demandé à avoir accès à ce certificat circonstancié. Elle m'a répondu cet après-midi qu'il était hors de question que j'aie accès au dossier. J'ai demandé si j'avais un avocat, s'il pouvait le faire. Elle m'a dit que c'était consultable uniquement sur place. Ils ne veulent me communiquer aucune pièce. Donc, je n'ai pas pu avoir ce fameux certificat circonstancié de ce fameux médecin. Vous savez pourquoi ils ne vous le communiquent pas? Vous savez? Alors, non. C'est très simple. Ça vous ferait une pièce qui vous permettrait de les attaquer pour escroquerie en jugement. Oui, mais néanmoins, ils disent qu'on peut le consulter sur place.
c'est exactement la même chose que quand on communique pas des pièces dans les services sociaux. Exactement pareil. C'est ça. Quand on communique pas la pièce, c'est que la pièce, elle est perverse, qu'elle est mensongère. Et si vous en avez Alors, pas elle m'a pas interdit à l'accès du dossier. Hein. Elle m'a dit simplement oui, que mais c'était la consultable pièce, sur place. c'est pas parce que vous avez la lecture que vous avez la pièce que vous pouvez fournir à votre avocat ou dans Voilà. une procédure. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est je une suis violation assez... du contradictoire. C'est une violation Voilà, du contradictoire. je suis dénuée. Mais de toute façon, alors moi, j'avais un petit peu potassé sur les juges des tutelles. Apparemment, ils vous disent que de toute façon, même si vous faites appel, vous ne pouvez pas faire appel à la décision. La seule chose sur laquelle ils vous accordent de faire appel, donc déjà, vous voyez, ils vous court-circuitent d'entrée de jeu, et c'est écrit dans les documents que je vous avais envoyés, vous pourrez le consulter. Ils vous disent que de toute façon, vous ne pouvez pas faire appel sur le fond. Vous avez le droit de juste faire appel si éventuellement vous n'êtes pas d'accord avec le mandataire. Mais sur le fond, non. C'est-à-dire que eux, ils veulent s'orienter de toute façon sous la mise éventuellement après, soit sous tutelle, soit curatelle, mais de toute façon gérée. Parce qu'il faut savoir que même si vous avez un mandataire, et j'en ai eu la preuve ce matin en discutant avec eux pour la première fois, c'est que le mandataire, il n'a pas tant de pouvoir que ça. C'est-à-dire que quoi que vous puissiez demander, bon déjà vous êtes tributaire du coup d'un juge qui vous connaît pas, qui décide ce que vous allez dépenser ou pas, comment, etc. Et pour le moindre centime, et que chaque chose que vous voulez faire, vous êtes obligé de demander au mandataire, qui lui-même fait par écrit la demande au juge, puisqu'il n'a même pas accès à un verbiage avec un juge. C'est ce qu'elle m'a dit ce matin. Elle me dit, ça ne se passe pas comme ça. Elle me dit, il faut faire par courrier. Donc, du coup, le juge reste complètement décisionnaire de toute votre vie. Il décide ce que vous allez manger, ce que vous allez faire. Il y a une chose qu'il faut que les gens comprennent. C'est pas parce que vous n'avez pas le droit de faire appel à un jugement qui a été rendu que vous n'avez pas le droit de déposer plainte pour faux en écriture et escroquerie à jugement. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir des procédures en parallèle. Tout à fait. Voilà, c'est complètement différent. C'est ça. Vous ne pouvez pas attaquer dans la procédure actuelle. Vous pouvez, par contre, vous défendre. Et c'est très juste ce que vous venez de dire, Christophe, parce que effectivement c'est le cas. Il faut, comme là par exemple, si je veux attaquer le médecin, ben, il faut que j'attaque le médecin en fond d'écriture. La personne initiale qui a fait les allégations, donc les personnes à la base qui sont je dis bien allégations mensongères, qui ont fait le début de cette horrible situation, il faut les attaquer aussi à part. Enfin voilà, donc en fait, c'est aussi fait pour, comment vous dire, pour décourager les gens, parce que là, dans le cas qui m'oppose aujourd'hui, ça fait quand même pas mal de personnes à attaquer, ou en tout cas à mettre en cause, hein, soyons polis, mais à mettre en cause pour l'instant. Et derrière, il joue sur le fait qu'aujourd'hui, la justice, ça coûte cher, et que si vous n'avez pas les moyens déjà de se défendre dans un procès, vous ne l'aurez pas dans d'autres. Et je pense que c'est une manière très perverse de faire de dissuader les gens, en fait. C'est comme ça qu'ils font des abus de droit, en fait. Hein. Ils le font pas innocemment, hein. D'accord ? Tout à fait, tout à fait. Donc, on vous dit que vous avez... On n'a pas le droit, en fin de compte, de se défendre. Ils vous font croire, c'est un leurre, ils vous font croire que vous avez des possibilités, tout en sachant que, de toute manière, leur parole est d'or et que, de toute manière... D'ailleurs, c'est écrit, hein, vous verrez, c'est écrit que même si on fait appel, de toute façon... ça ne servira pas à grand-chose. Voilà. Moi, à la place de faire appel, moi, je déposerai plainte pour faux en écriture et escroquerie à jugement. Alors, tout à fait. Alors, moi, j'ai discuté avec un adjudant de gendarmerie et quand je lui ai exposé mon idée, je lui ai dit, mais attendez, moi, je n'ai même pas envie de rentrer dans une négociation. Alors, la gentille greffière et la gentille juge m'ont rappelé que je n'étais rien. Je ne suis rien, donc bon, il faut le savoir, et que ça concerne ma mère, donc c'est à ma mère de se manifester. C'est pour ça que je vous dis, en faisant tomber ma procuration générale, ils m'ont ôté la voix. Et ma mère n'est pas capable de se... La procuration générale, dans les autres procédures, vous l'avez toujours, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Et ça, c'est pas parce que cette juge-là, elle a décidé ça, que vous n'avez pas la procuration dans les autres domaines. Vous pensez? Parce qu'elle n'avait pas l'air de dire ça. Je passerai par-dessus leur décision. Hein. Comme elle est mensongère et que c'est une escroquerie, je passerai par-dessus. Tout à fait. Et quand ils m'ont dit ça, elle m'a fait comprendre qu'en clair, elle n'avait pas à discuter avec moi et que ça concernait ma mère et pas moi. Donc, vous voyez, c'est très vicieux, en fait. Oui, mais c'est très vicieux. Mais comment un juge peut casser le lien familial? Vous pouvez m'expliquer comment il fait? Hein? Franchement, mais il se croit tout permis? Tout à fait. Donc en là, fait, c'est de l'intrusion. Il faudra aller voir d'autres juridictions, en fait. Hein, d'accord? Il faut même pas faire appel de ce jugement-là.
Il faut attaquer le jugement qui a été rendu. Hein? Justement, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, si vous n'êtes pas contente avec… Alors, il faut savoir aussi, je tiens à préciser pour les internautes, le vice des instructions qu'il vous donne. C'est-à-dire qu'à un moment, il me dit, si vous n'êtes pas… donc, justement, de faire appel. Sauf que moi, je ne peux pas faire appel à une décision qui, pour moi, à la base, ne peut pas exister. Et elle ne peut pas exister parce qu'elle est basée sur un certificat circonstancié qui n'existe pas. Dès lors que cette pièce tombe, on est bien d'accord, logiquement, tout tombe. Donc là… C'est pour ça que je vous dis qu'il faut l'attaquer. Oui, mais eux ils vous font passer la chose en disant, si vous n'êtes pas contente, vous faites appel. Donc, ça veut dire que je rentre dans la procédure. À partir du moment où je fais appel, pour moi, ça veut dire que j'accepte. Voilà. Ensuite, elle a osé dire, si vous n'êtes pas d'accord avec le fameux médecin psychiatre qui n'a jamais vu ma mère, vous faites une contre-expertise. À ça, j'ai répondu, madame, il est hors de question que je fasse une contre-expertise, puisqu'une expertise toute seule, comment voulez-vous que je fasse une contre-expertise sur une expertise qui n'a pas eu lieu? Vous voyez? Et c'est vicieux parce qu'en disant, bah oui, je vais rentrer dans une contre-expertise, alors j'ai pas mal potassé voilà, des affaires de ce genre depuis une semaine, hein, jour et nuit, je dors très peu actuellement. Et justement, dans le livre dont je vous avais parlé, de Valérie Labrousse, là, sur la mafia des tutelles, il est dit, et puis même si vous cherchez sur Google ou autre, vous trouverez très facilement des éléments de ce genre, que même quand on fait faire des enquêtes de contre-expertise par des psychiatres assermentés, autres, tant qu'ils ne sont pas du tribunal, de toute façon, en clair, tous les autres psychiatres sont des nuls, et que leur parole ne sera pas d'or. Et que de toute manière, le tribunal, toujours le même, est en droit de garder l'avis du médecin agréé. Donc, je ne sais pas qui sont ces médecins qui travaillent dans ces tribunaux. Ils travaillent en collusion. Ça s'appelle de la collusion. Tout à fait. C'est bien ce que je pense. Oui, mais je le pense. Je le pense, sauf que, bon, voilà, à partir du moment où on n'a pas de preuve, on ne peut pas l'affirmer. Mais tout laisse à penser que de toute façon, et là, moi, j'en suis la preuve depuis que je suis dans cette histoire, ils se tiennent tous, ils se soutiennent dans leur erreur. Voilà. Alors, je tiens à dire aussi que la personne qui a lancé cette histoire en 2022, pour une histoire personnelle, c'était mon travailleur social dans le cadre du RSA. Il faut savoir que l'histoire, elle parle d'un travailleur social dans le cadre de mon RSA, que maman n'a jamais vu d'assistante sociale et que ce n'était pas une assistante sociale, ni de moi, ni de maman. Donc, je vous explique. Étant donné que, bon, pour des raisons personnelles, je me suis retrouvée au RSA Socle à l'époque que j'exposerai pas aujourd'hui, j'avais effectivement très peu de revenus et donc je m'occupais déjà de ma mère depuis de nombreuses années. Sauf que l'état pathologique de maman nécessite une présence H24, il faut s'en occuper pour beaucoup de choses et avoir un présentiel. Donc, je ne pouvais pas aller retravailler de toute façon, éventuellement extérieurement. Donc, on m'avait soumis l'idée d'être aidant familial et d'être rémunéré. Et comme avec ce travailleur social où j'étais déjà, il faut savoir qu'il y avait une certaine animosité qui montait entre nous parce que je lui avais fait remarquer que malgré les traumatismes que j'avais vécus, elle était incapable de m'aider là-dedans. Là, je fais une petite aparté sur ma vie personnelle pour que vous puissiez comprendre comment ces gens débordent de leurs droits, puisque à la base, un travailleur social ne peut pas se permettre ce qu'elle s'est permis, mais c'est ce qu'elle a fait. Donc, j'en avais absolument marre d'être convoquée régulièrement pour rien. Un jour, je me suis permis de lui dire et de lui poser la question à quoi servaient nos entretiens, puisque ça ne débouchait sur rien. Je commençais à être agacée, déçue, très déçue de voir que personne n'était capable de me venir en aide par rapport à mes problématiques. Et en fait, elle me convoquait pour remplir les cases. Et un jour, je me suis permis de lui dire qu'en fin de compte, elle était là pour légitimer son salaire, remplir des cases, donc des croix, pour dire j'ai vu Madame Bataille. Il fallait que je signe et terminer. Donc, je lui ai fait comprendre qu'en fin de compte, elle était pas payée à rien faire, mais presque, vous voyez. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça mène à quoi ces entretiens? Donc, il y avait une animosité, il faut savoir que c'est parti de là, une animosité entre elle et moi qui se pressentait. En fait, quand la personne m'a dit, mais tu sais, en tant qu'aidant familial, tu pourrais être rémunéré, j'ai été la voir en lui soumettant l'idée, en lui disant que mon projet serait certainement de faire ça pour pouvoir sortir du RSA Socle et pouvoir donc pouvoir avoir un minimum de rémunération parce que comme je m'occupais de ma mère tout le temps, ne pouvant pas aller travailler autrement, il faut bien vivre et c'était très compliqué pour moi financièrement à ce moment précis. Et donc, quand je lui ai soumis ça, je lui ai simplement demandé, étant donné qu'elle était pour moi de la partie, si elle pouvait m'avoir une copie de dossier APA
Donc l'APA, vous savez, ce sont ces dossiers qu'on demande pour éventuellement avoir des compléments d'argent pour pouvoir mettre en place des personnes pour payer la toilette ou pour pouvoir payer quelqu'un à demeure. Donc, elle m'a dit, bah, écoutez, Madame Bataille, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, je vous amènerai le dossier, mais dans ce cas-là, il faut que je voie votre maman. Donc, sur le coup, je n'ai pas percuté. Je me suis dit, pourquoi le travailleur social, dans le cadre de mon RSA, veut voir ma mère alors que je lui demande juste un dossier d'APA. Et là commence le cauchemar, parce que je ne me suis pas méfiée, donc j'ai accepté l'entretien. Et donc, elle est venue qu'une fois, ce travailleur social. Elle est venue qu'une fois à la maison, donc dans le cadre, toujours, je répète, de mon RSA, pour m'apporter ce fameux dossier. Elle a demandé à voir maman, donc je lui ai présenté ma mère. Et de là, son attitude a littéralement changé. Et j'ai commencé à pressentir que quelque chose de malsain se passait. Ah oui, je l'ai vraiment ressenti parce qu'elle a changé d'attitude. Alors, il faut savoir que ma mère a un taux de plaquettes très, très bas. Donc, c'est quelqu'un qui a des pétichis, qui a des bleus qui apparaissent régulièrement. Parce que malheureusement, elle a un taux de plaquettes, sa moelle ne fournit pas assez. Donc, en plus de tout le reste, elle a un état très grave et elle ne garde même plus les transfusions. Son corps détruit les plaquettes, donc c'est très très grave. Et donc elle fait des bleus pour un rien régulièrement. Donc elle voit les bleus sur ma mère, donc j'ai répondu à toutes ces questions. Quand elle voit l'inquiétude, je lui explique gentiment, voilà, je lui explique l'état pathologique de ma mère, en présence de ma mère. Et puis après, elle me parle de mon chien, en disant que mon chien a des puces. Après, elle commence à me parler de... Vous voyez, ça partait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. Je lui dis pardon. Donc je commence à vraiment sentir que quelque chose de normal se passait. Et puis à un moment, elle me dit oui, alors pour le dossier d'APA, je vous aiderai. Alors j'ai dit madame, je vous remercie. J'ai les compétences nécessaires. Je vous ai juste demandé de m'amener les documents. J'ai dit vous êtes mon travailleur social. J'ai dit vous n'êtes pas habilité à rentrer dans le cadre d'une éventuelle dossier d'APA ni d'en juger les situations, puisqu'après c'est chaque catégorie. Et je lui dis non, je vous remercie de m'avoir apporté le dossier. Je le remplirai moi-même. Et là, elle commence à me dire, oui, j'aimerais voir les comptes de votre mère, les comptes de ma mère. Je lui dis, madame, attendez, je veux bien vous fournir éventuellement une feuille d'impôt, des relevés de pension. J'ai maintenant le détail des comptes de ma mère, c'est hors de question. Donc là, ça commençait à monter. Et je lui dis, mais elle me dit, ah mais si, il faut absolument que je voie les comptes. Et puis bon, elle bredouillait. Parce qu'elle était venue avec une jeune fille qui notait. Alors, tout ce que je disais était noté, oui, j'ai oublié de vous le dire. Dès que je parlais, j'avais l'impression d'être dans un réquisitoire de tribunal. Et dès que je m'exprimais, la petite jeune fille qui était avec elle notait. Alors, je ne sais pas ce qu'il notait, mais il notait. Et donc, effectivement, ça commençait à m'agacer fortement. Donc, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoutez, Madame Liorez, vous outrepassez vos droits. Il est hors de question que vous ayez à consulter les comptes de ma mère. Je lui ai dit, pour l'instant, je n'ai pas fait de demande d'APA. Vous n'êtes pas l'assistante agréée pour une éventuelle demande d'APA. Vous êtes mon travailleur social, donc j'ai dit, je vous remercie, mais on va s'en arrêter là. Donc, elle a été un petit peu saisie. Elle a décidé de partir en me disant, bon, je vous laisse faire, très bien. Et puis, quelques jours après, j'ai reçu une lettre de sa supérieure me disant qu'ils avaient convoqué l'ADMR. Alors, il faut que je vous dise que l'ADMR, c'est une société qui travaille aussi avec le même FIAF de Bourges, qui sont des personnes d'aide à la personne, mais qui sont régies par le département, donc le même FIAF. Et ces personnes, j'avais été obligée de les mettre en place parce que malheureusement, nous avons une pénurie aujourd'hui d'infirmières et d'aides-soignantes et que maman avait besoin d'avoir des toilettes par des personnes de ce type, infirmières et aides-soignantes. Voilà. Et que malheureusement, les infirmières, là où nous sommes, c'est une pénurie, elles n'ont absolument pas le temps. Et donc, c'est elle qui m'avait conseillé de l'ADMR. Donc, j'avais mandaté l'ADMR pour faire venir des toilettes. Donc, c'est des personnes que nous payons. Et que donc, cette assistante, enfin, ce travailleur social, précisons, apparemment, s'était permis de contacter l'ADMR et m'impose un rendez-vous, en fait, à domicile pour revenir en me disant qu'elle a des inquiétudes sur ma mère. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, là, je me suis un petit peu fâchée. Quand j'ai reçu ce courrier, j'ai contacté l'endroit dont elle dépend, à Aubigny-sur-Ner, dans le 18. Je lui ai dit qu'il était hors de question qu'elle revienne à la maison, que s'il y avait éventuellement quoi que ce soit, dans ce cas-là, on en parle, et puis j'ai affaire aux personnes spécialisées, qu'elle n'était que mon travailleur social, et que je n'accepterais pas une deuxième entrevue, vu le comportement qu'elle avait eu donc à mon domicile pour soi-disant venir ma mère, que j'étais choquée qu'elle se soit permis de convoquer la responsable de l'ADMR avec qui elle voulait venir,
parce que je comprenais pas le sens, si vous voulez. Et donc, d'ailleurs, j'avais appelé la responsable de l'ADMR en lui disant que je refuserais ce rendez-vous, qu'elle ne se déplace pas, parce que je suis quelqu'un de courtois. Par contre, j'ai dit, elle pourra sonner à la porte, elle n'y restera pas, elle restera à la porte. Sauf que j'ai prévenu. Et je lui ai fait un email. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai mis en pièce jointe, mais je pourrais vous le joindre. Heureusement, je l'ai gardé. Je lui avais fait un email dans lequel je décris à ce moment précis, on est en novembre 2022, que j'ai bien compris ce qui se passait, qu'il y avait quelque chose d'anormal, que je sentais bien qu'elle voulait mettre ma mère en EHPAD, parce qu'elle a assisté tout le long en disant que ma mère serait mieux en EHPAD. Je ne comprenais pas du tout, alors que moi, je demandais un dossier APA pour la maintenir à domicile. Donc, vous voyez, il y avait toutes ces petites choses précurseurs qui tournaient dans ma tête. Et donc, quand j'ai refusé ça, avant qu'elle vienne, j'ai fait un email, j'ai appelé en demandant qu'elle me rappelle. Elle n'a jamais voulu me rappeler. Et elle a maintenu son rendez-vous et elle s'est présentée devant le domicile. Et donc, je n'ai pas ouvert la porte. Je n'ai pas ouvert la porte, d'où la colère qui, à mon avis, qui a dû s'accumuler sur cette personne. Et de là, j'ai été reconvoquée avec sa supérieure. Quand je me suis présentée, toujours sans motif, hein, toujours sans motif, donc je me suis déplacée en demandant pourquoi j'étais là. Ils m'ont dit qu'ils étaient inquiets sur ma mère. Je lui ai dit pardon, je ne comprends pas. Et là, donc pareil, un réquisitoire, une grande salle où j'étais mis à l'autre bout, vous savez, c'est très, très officiel. Et là, j'avais la responsable de Madame Lioré, travailleur social, hein, précisons bien. Et puis donc pareil, la même jeune fille. Donc j'avais 3 personnes en face de moi. Je demande pourquoi je suis là. Et là, ils me disent qu'ils sont inquiets pour ma mère. Je lui dis pardon. Donc j'étais absolument surprise. J'ai dit vous pouvez m'expliquer. Et là est apparu un comportement absolument inqualifiable où elles ont commencé à me dire est-ce que vous avez la preuve que votre mère a un médecin? Est-ce que vous avez la preuve que vous avez acheté un shampoing anti-puce pour votre chien? Mais ce genre de discours, mais hallucinant. Donc je commence à dire pardon. Je lui dis excusez-moi. Je lui dis excusez-moi, là, je ne comprends pas. Je dis, vous pouvez expliquer, là? Je dis, là, on est en présence de mon travailleur social. Vous êtes sa supérieure. Vous me convoquez, je ne sais pas pourquoi. Et là, vous êtes en train de me poser des questions sur ma mère et de me dire que vous avez des inquiétudes. Je lui dis, excusez-moi, quel est le problème? Est-ce que vous avez quelque chose à me reprocher, une certaine inquiétude? C'est-à-dire, je voulais qu'elle formalise ce qu'elles étaient en train de faire parce qu'elles n'étaient pas en droit de le faire. C'est-à-dire que si partons dans l'hypothèse où il y aurait eu un éveil de leur part d'une éventuelle maltraitance, on pourrait dire qu'elles sont dans leur droit, comme pour un enfant, vous voyez, qu'elles pensent être maltraitées et que effectivement, là, je suis d'accord, elles sont en droit de se dire il y a une inquiétude. Sauf que dans ce cas-là, là, on change de statut, c'est pas ces mêmes gens-là, et là, on ouvre une enquête. Et on vous dit qu'on est inquiet pour la personne et on vous demande d'apporter des preuves. C'est-à-dire que là, vous savez que vous êtes en position d'accusation ou en tout cas de suspicion. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc là, comme je leur ai rappelé qui elles étaient, je leur ai dit pardon, mais là, je dis alors attendez. Et j'attendais qu'elles me disent qu'elles suspectaient une éventuelle maltraitance parce que clairement, c'est ce qui était pressenti. Quand on commence à vous dire est-ce que vous avez preuve de ci et ça, je leur ai dit attendez, on va s'arrêter tout de suite, mesdames. J'ai dit est-ce que je suis dans un tribunal? Elle m'a répondu, alors évidemment ça ne répondait pas. J'ai dit, est-ce que je suis accusée de quelque chose là au moment où on se parle? Je dis, parce que sinon il fallait me le dire, je serais venue avec un avocat ou un huissier, je lui dis, expliquez-moi la chose. Donc elles n'ont pas apprécié évidemment quand elles ont vu que j'ai commencé à les tacler de la sorte. Et je leur ai dit, maintenant on va remettre les choses en place. J'ai dit là, on a avec mon travailleur social, apparemment j'ai un problème avec elle, et pas qu'un. J'ai dit là, sa supérieure qui est vous-même, vous me convoquez sans motif légitime, et là vous êtes en train de me demander de me justifier sur des choses complètement hallucinantes. Alors elle me dit, et donc elle ne répondait pas en fait, elle répondait à chaque fois, vous avez les preuves de ci, vous avez les preuves de ça. Alors j'ai dit, écoutez madame, jusqu'à preuve du contraire, là je ne comprends même pas ce que je fais là. Alors elle m'a dit, oui vous n'étiez pas obligé de venir, on vous en remercie. À ça je leur ai dit, regardez-moi bien, mesdames, parce que c'est la première et dernière fois que vous me voyez dans ce contexte. Là, je parlais de travailleur social. J'ai maintenant, si vous avez des inquiétudes, j'ai dit, on n'est pas dans la bonne procédure. Et j'ai dit, ce que vous êtes en train de faire, vous outrepassez vos droits. Et je dis, si j'ai bien compris, j'ai dit, vous êtes en train de suspecter que je fais de la maltraitance sur ma mère. Donc moi, j'ai été très directe. Et elles n'ont pas osé proférer ça. Et néanmoins, je lui dis, bah, justifiez-moi pourquoi je suis là. Ah bah oui, non, mais vous comprenez. Et puis alors, votre maman, il paraît que si, il paraît que ça. Je lui dis, pardon, mais je lui dis, attendez, on parle de quoi? Alors, je lui dis, écoutez, c'est simple. Je lui dis, et j'étais tellement en colère, ça je le reconnais, parce que vous savez, c'était quand même, ça durait 1 heure. Hein, et quand je me suis levée, je lui dis, écoutez, puisqu'apparemment, je vois que pour des gens qui sont censés m'aider à la base, vous êtes là plutôt pour détruire ma vie. Parce que là, je dis, vous êtes en train de m'accuser de choses qui ne sont pas faites. Donc, je leur ai dit, bah, écoutez, faites-vous plaisir. Écoutez bien, j'étais très loin, je leur ai dit, faites-vous plaisir, vous avez raison. Accusez-moi de maltraitance sur ma mère, accusez-moi de maltraitance sur mon chien, puisque vous me parlez que mon chien a des puces. Je vous dis, c'était hallucinant. Puis j'ai dit, faites-vous plaisir, rayez-moi du RSA. Entendez bien ce que je vous dis, c'est ce qu'elles ont fait.
Vous voyez, D'accord. puisqu'on en est là aujourd'hui, c'est ce qu'elles ont fait, sauf qu'elles n'étaient pas en mesure. Donc, quand je suis rentrée, j'étais particulièrement en colère et moi, j'ai contacté la supérieure de ces deux mêmes personnes. Donc, je suis passée au-dessus à une dame qui s'appelle Cécile Genoux. Je lui explique ma colère, je lui explique ce qui vient de se passer. Et elle-même avait dit, mais madame, je ne comprends pas pourquoi elles vous ont convoqué, parce que même s'il y a des inquiétudes, c'est pas la bonne procédure. Là, vous étiez dans le cadre de votre travailleur social. Donc, elle a complètement accrédité ce que je lui disais et pourquoi j'étais hostile lors de cet entretien. Donc, ces personnes-là ont outrepassé leurs droits et comme elles n'ont pas apprécié que non seulement je les tacle, mais qu'en plus je passe au-dessus de la supérieure, ce sont elles qui sont à l'initiative des allégations mensongères auprès du procureur. Ce sont ces deux mêmes personnes. Donc là, on est dans une vengeance personnelle de femme à femme sans aucune légitimité. Donc, vous voyez, déjà, la base, elle est, pardonnez-moi d'être triviale, elle est pourrie à la base. On part sur juste des femmes qui n'ont pas accepté, en fait, l'affrontement. Ok. Et j'étais... Ok. Ben, ça résume tout, en fait. Ça résume tout. Hein, tout à fait. Tout à fait. Donc, bon, Corinne, ce que je voulais dire, c'est les pièces que vous allez m'envoyer, que je vais mettre au bout du témoignage, parce que là, j'arrive normalement au terme de l'émission, d'accord? Mais vous avez fait quand même un résumé global qui est dans la totalité, là, pratiquement. Oui, de toute façon, ça serait trop long de rentrer dans les détails, on pourrait y rentrer une autre fois. Mais on pourra refaire un autre épisode. Tout à fait, parce que là, alors j'espère avoir été assez clair parce que c'est très complexe et qu'effectivement, je suis obligée de relater. Je suis obligée de relater les différents domaines. J'espère que ça sera assez clair pour les auditeurs. Et là, je peux vous dire que la synthèse, elle est importante, surtout si en plus vous m'envoyez les pièces et que vous me laissez les mettre au bout de ce témoignage d'aujourd'hui. Quitte à refaire un autre épisode pour raconter une suite ou la continuité de cette affaire-là. Mais dans ce que vous venez de dire pendant une heure, là, vous avez donné des choses importantes et essentielles. Je l'espère, j'espère avoir été le plus clair possible. C'est très compliqué pour moi, donc c'est pour ça que je vous dis, j'espère que pour vous, c'est assez audible et surtout pour les internautes. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez beaucoup pas. Dans l'émotionnel, donc c'est très compliqué d'essayer d'être succinct dans des affaires où il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'est tellement compliqué qu'il faudrait voilà, des heures d'émission. Voilà, juste déjà sur ce domaine. Mais là, comme je mettrai en plus au bout de votre témoignage des pièces que vous m'envoyez, d'accord, ça ne pourra que corroborer ce que vous venez de dire pendant une heure. Okay? Tout à fait. Et je fais un appel, si vous le permettez. J'espère que si dans l'auditoire, il y a effectivement que ce soit des juristes ou des avocats qui ont envie d'aider ou d'apporter une clairvoyance sur le sujet, voilà, ce sera avec plaisir et j'espère que nous pourrons fédérer pour essayer de lutter ensemble sur ce type de problème qui, je le répète, peut arriver à tout le monde aujourd'hui. Donc, il faut vraiment s'unir et se défendre. Puisque c'est de l'abus de pouvoir, en fait, de A à Z, voyez-vous. Voilà, de A à Z. Je suis entièrement d'accord et je ferai savoir et je vous mettrai en contact avec des avocats avec qui je travaille. Et je pense qu'il y aura sûrement un ou une avocate qui prendra le relais et qui vous contactera sans aucun problème. Ok, Corinne? Hein? Bien sûr, je vous en remercie grandement. On fait comme ça, on en reste là pour aujourd'hui, ok? Eh bien, écoutez, oui, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer. Voilà, encore une fois, j'espère que j'aurai été assez claire. Je reste à votre disposition si jamais on était amené à faire une autre émission. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites. Vraiment un grand merci parce que des gens comme vous, il en faut aujourd'hui. Et je veux donner un petit message d'espoir aux gens qui nous écoutent, c'est qu'il ne faut pas se sentir isolé et il faut vraiment essayer tous de s'unir. Et je pense qu'ensemble, nous pourrons combattre toutes ces mauvaises choses et ces mauvaises personnes. Et il faut combattre dans ce sens. D'accord. Bon, je vous remercie pour votre témoignage. Je lance le générique de fin et je mettrai quand même les pièces dans le montage. D'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Christophe. Merci Corinne et à très bientôt. On reste en contact, ne vous inquiétez pas. D'accord? Merci, avec plaisir. Excellente soirée à vous. Merci beaucoup. À bientôt, Corinne. Merci de votre témoignage. Au revoir.